Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 11e semaine de 2025, l'avis de l'Union revient sur la lutte de pouvoir qui entoure le plan Réarmer l'Europe, sur les Européens qui s'organisent pour aider l'Ukraine, sur la passe d'armes concernant les droits de douane avec les États-Unis et sur l'enquête de corruption lancée à l'encontre de Huawei. Dans le club des 27, l'Allemagne va pouvoir voter son plan d'investissement. Colin Georgescu est exclu de la course présidentielle en Roumanie, le Groenland voit le centre-droit gagner les législatives, et le gouvernement portugais succombe à un vote de confiance. Et chez nos chers voisins, le Royaume-Uni voit un accident naval au large de ses côtes, la Serbie a connu la plus grande manifestation de son histoire, l'Ukraine accepte les conditions américaines de cessez-le-feu, et la Bosnie se retrouve bien embêtée par Milorad Dodik. Passons sans plus attendre à l'avis de l'Union. Défense, le plan Réarmer l'Europe, enjeu de pouvoir. La semaine dernière, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, annonçait en grande pompe le plan Réarmer l'Europe de 800 milliards d'euros dans un contexte international agité. Face aux rodomontades de Donald Trump, qui se plaignait déjà que l'Union européenne ne remplissait pas les 2% du PIB en matière de défense, depuis sa campagne de 2024, il est monté d'un cran dans l'abandon militaire de l'Europe. Au printemps 2024, le candidat Trump déclarait déjà que si les Européens continuaient d'être mauvais payeurs, ils ne défendraient pas l'Europe en cas d'attaque de la Russie. Face à un comportement extrêmement brutal à l'égard de l'Ukraine et des déclarations faisant entendre que les États-Unis ne réagiraient pas forcément en cas de déclenchement de l'article 5 du traité nord-atlantique, disposant de la légitime défense collective, l'Union européenne a l'obligation de se réorganiser. La semaine dernière donc, Ursula von der Leyen a annoncé que l'Union européenne emprunterait 150 milliards d'euros pour tout un tas d'équipements en commun, faisant ainsi profiter les 27 de sa note AAA sur les marchés financiers, et 650 milliards consistant en quelques outils de flexibilité financière pour inciter les États membres à investir dans leur défense nationale. Mais c'est sur les formalités d'application que les débats seront vifs. Déjà, certains observateurs critiquent le montant. Les 800 milliards d'euros pourraient ne pas suffire pour remplir les nouveaux objectifs qui seront fixés au prochain sommet de l'OTAN en juin, qui devrait osciller autour des 3,5% du PIB. Certains États membres demandent d'ailleurs de nouvelles sources de financement. L'Allemagne veut réformer durablement le pacte de stabilité et de croissance qui limite les dépenses à 3% du PIB et la dette à 60%. La France continue de pousser pour un emprunt commun basé sur des eurobonds de défense et une préférence européenne dans l'achat de matériel. Beaucoup de points devront être débattus lors du sommet des 20 et 21 mars. L'autre bras de fer va se jouer avec le Parlement européen. La Commission entend court-circuiter le Parlement européen avec l'article 122 TUE, l'équivalent du 49 alinéa 3 de la Constitution française. L'exécutif européen justifie une telle décision par l'urgence de la situation. Même des eurodéputés de son camp, du PPE, trouvent que l'usage de l'article est abusif. En réponse, le Parlement européen pourrait déclencher une procédure de contrôle budgétaire pour garder un levier sur la Commission. La Commission sera attendue au tournant au sommet européen des 20 et 21 mars, où elle devra présenter le livre blanc sur la défense, qui devrait esquisser les contours d'un marché unique de la défense, élargi à des pays comme le Royaume-Uni et la Norvège. Diplomatie. Les Européens s'organisent pour soutenir l'Ukraine. Mercredi 12 mars, les ministres de la Défense du groupe E5, c'est-à-dire Sébastien Lecornu pour la France, John Healey pour le Royaume-Uni, Boris Pistorius pour l'Allemagne, Guido Crosetto pour l'Italie et Władysław Kościniak-Kamysz pour la Pologne, s'étaient donné rendez-vous à l'ancien hôpital militaire du Val-de-Grâce à Paris pour parler du soutien à l'Ukraine.
La veille, Emmanuel Macron recevait les chefs d'état-major des armées des 34 pays de l'OTAN pour sonder un peu chaque État membre sur les ressources disponibles et les options qui peuvent être mises sur la table et à quelle hauteur chaque pays est prêt à contribuer. Les conclusions de la réunion avec les chefs d'état-major font état d'un solide soutien à l'Ukraine et d'une dissuasion de la Russie. C'est dans cette ligne que se situe le groupe E5. Pour l'instant, difficile de se positionner. L'administration américaine tient les Européens hors des discussions, même si le secrétaire d'État états-unien, Marco Rubio, répète que les Européens seront à la table des négociations en temps voulu, quand le cessez-le-feu sera acté entre l'Ukraine et la Russie et que les conditions d'une paix durable seront discutées. L'envoi de troupes au sol n'est pas à l'ordre du jour. Les Européens attendent un mandat et une mission clairs avant de prendre une décision, mais ils indiquent que leur objectif est d'accompagner l'Ukraine. Ils refusent les revendications de la Russie qui visent à démilitariser totalement l'Ukraine, ce qui donnerait une opportunité unique à la Russie d'envahir complètement l'Ukraine sans résistance possible. Le groupe E5 indique que les Européens sont déterminés à continuer d'envoyer des armes et du matériel à l'Ukraine, quelle que soit l'issue des négociations. On parle d'une quinzaine à une vingtaine de pays intéressés pour assurer un éventuel maintien de la paix en Ukraine. Au-delà de l'Ukraine, c'est aussi l'architecture européenne de sécurité dont il était question. La remise en question du soutien et de la protection américaine oblige le continent à préparer l'éventualité de ne plus pouvoir profiter du bouclier américain. International, passe d'armes sur les droits de douane avec les États-Unis. Mardi 11 mars, la Commission européenne annonçait officiellement les contre-mesures à l'égard des États-Unis. Donald Trump avait annoncé l'imposition de 25% de droits de douane sur l'acier et l'aluminium européen la semaine dernière. La Commission européenne répond donc avec un paquet de sanctions équivalent à ceux des États-Unis. Les droits de douane décidés par décret par Donald Trump s'élèvent à 28 milliards de dollars. La Commission a fixé les contre-mesures à 26 milliards d'euros. Parmi les produits visés, on retrouve les mêmes produits que lors des premiers droits de douane en 2018. Le bourbon américain, les Harley-Davidson et le jus d'orange de Floride. Ces droits de douane européens devront être validés par les 27 à la majorité qualifiée. La Commission européenne laisse la porte ouverte à des discussions pour trouver des terrains d'entente. Mais coup de théâtre jeudi, Donald Trump choisit l'escalade. Il déclare vouloir imposer 200% de taxes sur les alcools et spiritueux européens en réponse aux 50% imposés sur le bourbon américain. La guerre commerciale avec les États-Unis n'est certainement pas prête de s'arrêter. Première conséquence de ces tirs croisés outre-Atlantique, les observateurs économiques parlent d'une probable récession aux États-Unis, une position économique à rebours des promesses de Donald Trump. Justice. Huawei sous enquête pour corruption. Huawei aurait influencé discrètement des élus européens depuis 2021. Jeudi 13 mars, les polices belges et portugaises ont procédé à une vingtaine de perquisitions et à plusieurs interpellations dans le cadre d'une enquête pour corruption. Une enquête menée depuis le début par la Sûreté de l'État, les services de renseignement belges, qui avaient les lobbyistes de Huawei dans le collimateur. Sous couvert de lobbying commercial, la firme chinoise aurait rémunéré des prises de position politiques par divers moyens, comme des frais de bouche, des voyages, des matchs de football, ou encore, plus surprenant, des financements de conférences par l'entremise de plusieurs intermédiaires, ce qui démontre la volonté de dissimuler. La clé de voûte du système serait le directeur des affaires publiques de Huawei à Bruxelles, lui qui a eu dans une autre carrière un poste d'assistant parlementaire. Le bureau de Huawei à Bruxelles a été mis sous scellé. Une quinzaine de députés européens seraient dans les radars de la police, mais aucun d'entre eux n'a été interpellé. Pour l'instant, le parquet belge ne dévoile pas de nom et considère qu'ils sont plutôt les acteurs d'une corruption passive. L'enquête doit déterminer leur degré d'implication.
Le Parlement européen indique avoir pris acte de l'enquête en cours et se dit prêt à pleinement coopérer. En réponse à la médiatisation de l'affaire, l'intergroupe du Parlement européen de lutte contre la corruption, créé à la suite de la médiatisation du Qatargate, demande d'aller plus loin dans les règles d'éthique et de transparence. Cette suspicion de corruption serait aussi due aux alertes de sécurité concernant les liens entre Huawei et le Parti communiste chinois, privant l'entreprise chinoise de nombreux contrats d'installation d'antennes 5G dans les États membres. D'après le registre de transparence, Huawei dépense plus de 2 millions d'euros par an pour ses activités de lobbying. Auprès de médias européens comme Euractiv ou Politico, Huawei a parrainé des événements ou sponsorisé des bulletins d'information. Huawei a aussi financé la bourse d'études de 16 étudiants du Collège d'Europe qui forment les hauts fonctionnaires européens de demain. Est-ce que Huawei multiplie ses leviers d'influence à travers toutes ces dépenses? L'enquête devra le démontrer. En attendant, vendredi 14 mars, le Parlement européen et la Commission européenne ont décidé d'une interruption d'accès temporaire à leurs locaux destinés aux lobbyistes de Huawei à titre conservatoire. Passons désormais au Club des 27. Allemagne, un accord de gouvernement et le plan d'investissement de 900 milliards d'euros en très bonne voie. L'accord entre la CDU et le SPD ne suffisait pas. Il fallait convaincre les Verts aussi. Pour rappel, le plan d'investissement couvre d'un côté les dépenses de défense de 400 milliards d'euros et de l'autre 500 milliards pour les infrastructures. Mais les Verts, tenus à l'écart des négociations, mais se sachant incontournables dans l'adoption du plan, ont cherché à imposer leurs conditions. Les Verts n'ont pas oublié à quel point la CDU n'a pas manqué de la critiquer vertement pour, je cite, son écologie punitive. Samedi 8 mars, CDU et SPD annoncent un accord de gouvernement. Ils se sont mis d'accord sur un durcissement des règles migratoires, même si la plupart semblent contraires au droit européen, comme le refoulement automatique des sans-papiers, même en cas de demande d'asile, et plus de contrôle aux frontières. Sur l'économie, la CDU veut plafonner les prix de l'énergie, la simplification bureaucratique et une agence pour faciliter le recrutement de main-d'œuvre étrangère qualifiée pour l'industrie. Côté allocation, ce sera un serrage de ceinture en règle. En échange, la CDU a concédé l'augmentation du salaire minimum à 15 euros. Reste que la plus grosse promesse de réformer le frein à l'endettement nécessitait l'accord des Verts. Jeudi 13 mars, le Bundestag était convoqué pour une session extraordinaire. Les débats étaient houleux. Friedrich Merz donnait l'impression d'avoir donné son maximum face aux demandes des Verts. Il s'est fendu d'un « que vous faut-il de plus ?» Les Verts critiquaient le manque de pérennité de la réforme, mais aussi l'absence du climat, de la protection civile, des renseignements et de la cybersécurité du plan d'investissement. Les négociations ont continué tard dans la nuit, de jeudi à vendredi. Sur les 500 milliards d'euros qui iront aux infrastructures, 100 iront au climat. Et Friedrich Merz a consenti à ce que les 400 milliards dédiés à l'armée profitent aussi au renseignement, à la cybersécurité et à la protection civile. Ils ont certainement eu aussi des garanties sur le fait que la réforme ne devait pas financer des cadeaux fiscaux. Les lenders seront eux aussi autorisés à s'endetter. Même si les Verts n'ont pas obtenu tout ce qu'ils demandaient, les concessions sont suffisamment importantes pour qu'ils acceptent de soutenir le plan. Restait un obstacle de taille. Die Linke et l'AfD avaient fait un recours constitutionnel sur la méthode employée. Ils considéraient que convoquer l'ancienne chambre pour adopter le plan du futur gouvernement ne respectait pas le vote populaire. La Cour constitutionnelle de Karlsruhe a approuvé la méthode employée par Friedrich Merz. Il n'y a donc plus de frein au plan d'investissement allemand. Le Bundestag devra adopter le texte le mardi 18 mars et le Bundesrat, la chambre des régions allemandes, devra, elle, adopter le texte le 21 mars.
Même pas encore chancelier, Friedrich Merz jouait déjà très gros sur le contrat de gouvernement et sa mesure phare de relance. Deux difficultés qu'il a réussi à surmonter et qui ne devraient pas l'empêcher de devenir chancelier. Roumanie. Colin Georgescu exclu de la prochaine présidentielle. Dimanche 9 mars, la commission électorale roumaine rejetait la candidature de Colin Georgescu, considérant qu'il avait enfreint les règles démocratiques lors du précédent scrutin, notamment sur son défaut de déclaration de financement de campagne et de patrimoine personnel. Les esprits se sont échauffés, certains de ses supporters, furieux, se sont rendus devant la commission électorale. Des affrontements ont eu lieu avec les forces de l'ordre. Dans la foulée, Elon Musk et J.D. Vance ont dénoncé le non-respect de la démocratie et en ont remis une couche sur le manque de liberté d'expression en Europe, fustigeant malhonnêtement Bruxelles d'intervenir. Le lendemain, lundi 10 mars, Colin Georgescu fait appel de la décision devant la Cour constitutionnelle. La Cour s'est réunie donc à 17 h pour statuer sur la légalité de son exclusion du processus électoral. Mardi 11 mars, la Cour constitutionnelle confirme la décision de la commission électorale. Colin Georgescu est donc hors course. Il dénonce un coup d'État contre lui alors qu'il disposait de 40% des intentions de vote. Mercredi 11 mars, deux candidats d'extrême droite se sont déclarés candidats. George Simion pour l'Alliance pour l'unité des Roumains et Anna Gavrilă, la leader du parti pro-russe, le Parti de la jeunesse. Ils ont tous les deux déposé leur candidature pour s'assurer que l'extrême droite sera représentée lors du scrutin. Ils ont tous les deux déclaré que si leurs deux candidatures étaient acceptées, ils se rangeraient derrière une candidature unique. La tempétueuse Diana Jovanovici Șoșoacă, de l'autre parti pro-russe favorable à une sortie de l'Union, SOS Roumanie, se présente elle aussi. Mais dimanche 16 mars, la commission électorale annonce qu'elle en est exclue, comme en novembre dernier, pour des déclarations contraires aux valeurs démocratiques. Au centre, Nicu Dan, maire de Bucarest et cofondateur du SR, qui en est parti pour des divergences sur les valeurs familiales, rencontrait la candidate du SR lors de la présidentielle annulée, Elena Lasconi, ce samedi, pour savoir lequel des deux se retirait au profit de l'autre. Les partis veulent rationaliser un maximum les votes et éviter la dispersion. La présidentielle du mois de mai s'annonce très serrée. Danemark, les législatives au Groenland sacrent la droite. Mardi 11 mars, le Groenland connaissait des élections anticipées. Initialement prévues au mois d'avril, les déclarations de Donald Trump et ses tentatives d'ingérence ont obligé les Groenlandais à accélérer leur calendrier électoral pour éviter que l'ingérence persiste trop longtemps et ne fausse le débat. Il y avait deux enjeux fondamentaux: la redéfinition du lien avec le Danemark et les enjeux sociaux. Avant le scrutin, les partis au pouvoir, Inuit Ataqatigiit, communauté du peuple, qui est l'équivalent des Verts groenlandais, du Premier ministre Mette Hegele, alliés à Siumut, les sociaux-démocrates, étaient donnés favoris du scrutin. Et pourtant, les deux se sont effondrés. La communauté du peuple passe de 36,6% en 2021 à 21,4%. Siumut perd la moitié de son poids et atteint 14,7%. Les grands vainqueurs sont Democratiit, les démocrates, un parti de centre-droit avec 29,9%, et le parti nationaliste Nalerak avec 24,5%. Les démocrates n'ont pas la majorité et devront donc trouver des partenaires pour avoir au moins 16 des 31 sièges du Parlement groenlandais. Une coalition semble improbable avec Nalerak. Les démocrates sont partisans d'une indépendance sur le temps long, favorisant une autonomie progressive de l'île, là où Nalerak veut l'indépendance tout de suite et lancer les discussions avec les États-Unis dans la foulée pour un partenariat privilégié. La communauté du peuple et Siumut sont sur la même ligne que les démocrates. Les trois partis sont d'accord pour bousculer un peu le royaume du Danemark et demander d'être traités d'égal à égal.
Un documentaire sur l'exploitation de cryolite, quelques jours avant le scrutin, indiquait que le Danemark avait empoché 54 milliards d'euros en minant ce métal rare. Autre sujet de discorde où les Groenlandais réclament réparation sont la stérilisation forcée des populations autochtones et le retrait d'enfants de leurs familles. 5 partis groenlandais ont publié une déclaration écrite indiquant qu'ils ne souhaitaient pas faire partie des États-Unis. Le scrutin a bénéficié d'une participation exceptionnelle, avec 70% des inscrits. Le bureau de vote de la capitale Nuuk a dû retarder sa fermeture de 30 minutes. Le fait que le Groenland soit sous le feu des projecteurs a certainement poussé les Groenlandais à se mobiliser. Portugal, le gouvernement de Luís Montenegro tombe. Fragilisé par des soupçons de conflit d'intérêts, le Premier ministre Luís Montenegro n'a pas survécu à son troisième vote de confiance. Les deux précédents, initiés par le Parti communiste portugais, puis par le parti d'extrême droite Chega, avaient échoué, le Parti socialiste maintenant sa confiance au gouvernement. Mais mardi 11 mars, lors du vote, le Parti socialiste portugais a renoncé à soutenir le Parti social-démocrate. Le Parti socialiste exigeait une commission d'enquête parlementaire sur Luís Montenegro. Il était d'accord mais voulait la limiter à 15 jours. Le Parti socialiste a estimé que ce n'était pas au gouvernement de fixer les règles. Après 3h30 de débat et 1 heure de suspension de séance, le destin de Luís Montenegro était scellé. Pour résumer l'affaire Montenegro, il lui est reproché d'avoir fondé une entreprise de prestation de services juridiques. Une affaire qu'il avait déléguée à sa femme, mais dans le cadre de la communauté de biens, Luís Montenegro restait lié à l'entreprise. L'entreprise a été transmise à ses enfants 1 semaine avant le vote. Certaines de ces prestations se faisaient avec des entreprises liées à l'État et certaines réformes pouvaient potentiellement favoriser son entreprise. Le président Marcelo Rebelo de Sousa a dissous l'Assemblée et convoqué les prochaines élections législatives le 18 mai. Le PSD reste favori, le Parti socialiste payant les trafics d'influence dans l'entourage de l'ancien Premier ministre Antonio Costa. Chega pourrait bien profiter de ces soupçons pour gagner encore un peu plus d'ampleur dans le paysage politique portugais. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Royaume-Uni, collision entre un cargo et un pétrolier en mer du Nord. Lundi 10 mars au matin, alors que les conditions météo étaient exécrables, le porte-container sous pavillon portugais, le Solong, est entré en collision avec le pétrolier américain, le Stena Immaculate. Le Stena Immaculate était ancré au large de Hull, attendant des conditions plus propices pour manœuvrer. Le Solong se dirigeait vers Rotterdam. D'après les témoignages, il a surgi de nulle part. La collision a éventré le pétrolier, laissant s'échapper du kérosène destiné à l'aviation militaire américaine. Il aura fallu attendre jeudi pour que l'incendie sur le Stena Immaculate soit maîtrisé. Le capitaine du Solong, Vladimir Motin, a été placé en garde à vue mercredi. Vendredi après-midi, il a été inculpé pour homicide involontaire par négligence grave. Le choc a projeté un équipier philippin par-dessus bord, considéré mort après plus de 24 heures sans le retrouver dans les eaux froides de la mer du Nord. Le ministère public déclare qu'il n'y a pas d'éléments qui laissent penser que la manœuvre était volontairement criminelle, mais que certains éléments de guidage étaient gravement défaillants sur le bateau. D'après le Telegraph, le bateau avait failli à un contrôle de sécurité l'an dernier en Irlande. La boussole de direction d'urgence était défectueuse. Serbie, manifestation sous haute tension. Le pouvoir semble chaque semaine un peu plus fébrile face au mouvement anticorruption lancé depuis le mois de novembre. Malgré quelques concessions sur les frais d'inscription à l'université, la colère des Serbes ne faiblit pas et chaque semaine, les marches à travers le pays engrangent un peu plus de soutien. Lundi 10 mars, les étudiants belgradois se sont rendus devant le siège de la radio-télévision serbe, organe de propagande du président Vučić et de son gouvernement. La RTS ne fait que reprendre le discours du pouvoir,
déclarant que c'est un mouvement téléguidé par l'Occident pour faire tomber Vučić. La RTS a qualifié les cortèges de manifestants de horde, un qualificatif qui reprend en partie les propos du président qui les qualifie de horde bolchevico-ploumenienne, les ploumènes étant les assemblées générales étudiantes. Quelques employés de la RTS et son principal syndicat sont sortis pour soutenir les étudiants et demander la démission du rédacteur en chef. Les bureaux locaux de la RTS à Novi Sad et à Kragujevac ont eux aussi été encerclés. Vendredi, la marche des manifestants se dirigeait vers Belgrade. La tension semble être montée d'un cran. Le pouvoir a réquisitionné des tracteurs et mobilisé des supporters du parti progressiste serbe, le SNS, qui ont planté leurs tentes devant l'Assemblée pour en bloquer les accès. Jeudi et vendredi, Aleksandar Vučić et la présidente de l'Assemblée nationale, Ana Brnabić, n'ont cessé de menacer les manifestants en brandissant la menace de violence des manifestants. Le pouvoir est en train d'installer un discours prêt à justifier des mesures d'exception, comme la mise en place de l'état d'urgence. Les marcheurs sont arrivés vendredi à Belgrade dans une ambiance festive. Samedi 15 mars, c'est une marée humaine qui a déferlé sur Belgrade. Le nombre de manifestants était estimé entre 275 000 et 325 000, ce qui en fait la plus grande manifestation de l'histoire de la Serbie. Les autoroutes étaient bloquées par les manifestants. Encore une fois, un véhicule a percuté des manifestants, faisant 3 blessés. Comme chaque jour depuis la catastrophe de Novi Sad, les manifestants ont procédé à 15 minutes de silence. C'est à ce moment-là que les autorités ont fait usage d'un canon sonique, provoquant un mouvement de panique dans la foule. Le président Vučić dit avoir compris le message, à voir comment il va traduire ses paroles en actes. Les manifestants ne désarment pas et veulent profiter de la dynamique. Les étudiants ont appelé à 3 jours de grève générale pour garder le pouvoir sous pression. Les chaînes de solidarité s'organisent avec des appels aux dons et des appels aux volontaires. Après 4 mois de contestation, le mouvement semble plus que jamais déterminé. Ukraine. Accord de cessez-le-feu avec les États-Unis, la balle est dans le camp de la Russie. Après le clash à la Maison-Blanche, Volodymyr Zelensky a absolument cherché à préserver le dialogue avec Donald Trump et son équipe. La semaine dernière, les discussions ont repris et les représentants des deux pays s'étaient donné rendez-vous à Jeddah, en Arabie Saoudite, mardi 11 mars. L'objectif pour les États-Unis était de sceller l'accord sur les minerais et les terres rares. Côté américain, le secrétaire d'État Marco Rubio et le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, Mike Waltz, et côté ukrainien, le ministre des Affaires étrangères Andrei Sybiha et le plus proche conseiller de Volodymyr Zelensky, Andrei Yermak, étaient autour de la table pour négocier les conditions du cessez-le-feu. L'Ukraine a accepté un cessez-le-feu de 30 jours, avec arrêt des combats dans les airs et en mer, et une promesse de libération des prisonniers, avec une clause permettant la prolongation du cessez-le-feu par consentement mutuel. L'Ukraine a aussi accepté l'accord sur les minerais, sans qu'on ait plus de précisions à ce sujet sur d'éventuelles garanties de sécurité. Un accord accompagné du retour du renseignement américain et des livraisons d'armes gelées la semaine dernière. À la sortie de l'entretien, Andriy Yermak, très habile, a déclaré que la balle était dans le camp de Vladimir Poutine. L'envoyé américain au Moyen-Orient, Steve Witkoff, qui semble avoir pris la place du général Kellogg, devait se rendre jeudi après-midi à Moscou pour rencontrer les autorités russes et entamer le chemin vers le cessez-le-feu côté russe. Ce même jeudi, la première chaîne de télévision russe diffuse un reportage où l'on voit Vladimir Poutine en treillis dans la région de Koursk, région partiellement conquise par les forces ukrainiennes. Impossible de dater la vidéo, mais dans l'après-midi, il rencontrait son homologue biélorusse qui faisait son premier déplacement depuis sa réélection organisée il y a quelques semaines. L'occasion pour Vladimir Poutine de poser ses conditions au cessez-le-feu. Et sans surprise, sa réponse teintée d'un oui mais ressemble plutôt à un non. Il ne lâche rien de ses revendications
il veut une Ukraine démilitarisée, qui ne veuille pas rentrer dans l'OTAN et qu'il puisse annexer définitivement l'intégralité des oblasts occupés, même s'il ne les a pas conquis entièrement militairement. Il réclame aussi l'abandon total des sanctions à l'égard de la Russie. Et il a fait part de ses craintes de voir l'Ukraine reprendre des forces pour repasser à l'offensive. Une façon polie de dire non à Donald Trump tout en évitant de se mettre en porte-à-faux diplomatiquement. La Russie continue de gagner du terrain sur le plan militaire et n'a pas l'intention de voir la dynamique coupée par un cessez-le-feu. Désormais, reste à savoir si l'administration Trump va hausser le ton à l'égard de la Russie. Les États-Unis ont bloqué les moyens de paiement pour le pétrole, ce qui fait que la bourse de Moscou est désormais sous embargo total de l'Occident. Reste à savoir quels leviers les États-Unis peuvent encore mobiliser pour pousser la Russie à négocier la paix. Bosnie, Milorad Dodik sous enquête pour attaque contre l'ordre constitutionnel. La semaine dernière, je vous parlais des lois sécessionnistes prises par la Republika Srpska, interdisant la police et la justice fédérale sur son sol. L'adoption de ces lois faisait suite à la condamnation pour 1 an de Milorad Dodik et de 6 ans d'interdiction d'exercice de la présidence de la Republika Srpska par la Cour constitutionnelle pour non-respect des dispositions mises en place par le haut représentant international chargé de l'application des accords de Dayton, Christian Schmidt. Face aux velléités sécessionnistes, la force de maintien de la paix européenne, l'EUFOR, a renforcé son contingent sur place qui s'élevait à 1500 le mois dernier. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a déclaré que l'OTAN ne laisserait pas un vide sécuritaire s'installer en Bosnie-Herzégovine. Mercredi 12 mars, le parquet fédéral a ordonné l'interpellation de Milorad Dodik pour attaque à l'encontre de l'ordre constitutionnel. Se pose la question de la réelle possibilité de pouvoir l'arrêter. Cela pourrait faire de Dodik un martyr et enfoncer un peu plus la Bosnie vers sa plus grave crise politique. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 10e semaine européenne de 2025. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music, et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn, et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast, le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30, sur Europe Hebdo.